Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, Altis FM Panorama chez le sculpteur canolais Franck Collin, dont nous voyons ici l'atelier. Bonjour Franck. Bonjour Eric. Donc l'atelier du sculpteur, l'antre de la création, le lieu de travail. Quelques sculptures devant, finies ou en cours. Voilà. Magnifique endroit. Franck va nous expliquer ici pendant 45 minutes comment il considère, comment il vit ses sculptures, comment il les crée, comment il les travaille. Et je me permets une petite rotation pour vous montrer l'environnement catastrophique qui est le sien, l'absence de beauté des lieux, le pauvre, nous le plaignons, Lacanau, le Moutchik. Alors je ne ferai pas la rotation complète car le soleil n'est pas notre allié, mais voici le lieu, la magnifique nature canolaise, lac du Moutchik, un des lacs de Lacanau, magnifique endroit, à la fois sauvage, en été un peu moins, mais en ce moment, vraiment un endroit magnifique. Donc là maintenant nous allons rentrer dans les lieux magiques. A tout de suite. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, Altis FM, émission Panorama, chez Franck Collin, sculpteur. Merci Franck de nous recevoir. Merci Eric. Donc nous allons voir ensemble pendant 45 minutes ses sculptures, son travail, les matières avec lesquelles il travaille, comment il crée, comment il en est arrivé à la sculpture. Franck, tout d'abord, comment tu en es arrivé à la sculpture? Comment je suis arrivé à la sculpture? On me pose souvent cette question, Eric, et je ne sais pas trop l'expliquer parce que c'est arrivé d'une façon totalement inattendue dans ma vie, dans une deuxième partie de ma vie, du jour au lendemain, un petit peu comme le jour où on rencontre quelqu'un dans sa vie qui est totalement inattendu et avec lequel on partage sa vie par exemple, ou d'autres événements comme ça qui sont inattendus. Pour moi, la sculpture est arrivée d'une façon totalement inattendue. J'aurais jamais pensé que je serais sculpteur dans ma vie. Donc il y a une dizaine d'années, c'est arrivé dans ma vie d'un seul coup et ça a pris toute ma vie puisqu'aujourd'hui je me consacre presque totalement à cet art. Donc aucune école, aucun cursus de sculpteur auparavant, le sport, la méditation, Oui. mais absolument pas de création artistique, en tout cas de sculpture. Et du jour au lendemain, une passion, des outils et on travaille. Voilà, je pense que tout le travail que j'avais fait en amont avec la méditation, peut-être le sport aussi, le corps, mais en tout cas pas de travail artistique, aucune pratique artistique, pas spécialement d'intérêt pour les sculptures ou la matière. Et à la suite de tout un processus peut-être spirituel, je ne sais pas, mais en tout cas avec une rencontre une personne qui est elle-même sculptrice, qui m'a dit que j'étais sculpteur. Et à partir de ce moment-là, il y a eu comme une ouverture en moi, un déclencheur qui a fait que je suis parti à Carrare, j'ai été chercher des marbres à Carrare et je me suis mis à sculpter le premier marbre que j'ai trouvé là-bas avec des outils que j'avais achetés, sans aucune formation, sans aucun accompagnement. Je savais faire, c'est ce que m'avait dit la personne que j'avais rencontrée qui m'avait dit vous êtes sculpteur et vous savez sculpter. Donc ça paraît évidemment très étonnant et chaque fois que je raconte cette histoire ça surprend tout le monde. Mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé et quand j'ai dit à la personne mais comment je vais faire parce que c'est quand même une activité assez technique et c'est une pierre dure, la personne m'a dit que je savais faire parce que j'avais toujours fait ça. Et effectivement, j'ai commencé avec les outils attaqués à marbre blanc de Carrare et ça se faisait. Voilà, et cette personne, donc, elle faisait des sculptures sur marbre, oui. des sculptures gigantesques. Oui. Et c'est comment tu as rencontré cette personne? Comment tu en es arrivé à aller voir cette personne? Pourquoi? C'est encore la vie qui est particulière parce que cette personne habite à côté de chez mes parents, à une douzaine de kilomètres de chez mes parents dans le sud-est de la France, à côté des gorges du Verdon. Elle s'appelle Maria de Fécode, elle habite à Ops. Elle a un musée de sculpture, elle a consacré toute sa vie, elle est d'origine hongroise, elle a consacré toute sa vie à la sculpture. Et depuis 25 ans que j'allais là-bas chez mes parents, je n'avais jamais eu envie d'aller voir son travail. C'est-à-dire que j'étais vraiment pas
intéressé, motivé par ceci. Et puis l'année où j'étais dans une démarche d'approfondissement spirituel et l'année où je devais faire un mémoire sur mon cheminement dans ma vie et je devais l'exprimer à travers une création, j'ai été voir son musée et là dès que j'ai vu son musée et avec ses sculptures, j'ai été touché, j'ai été bouleversé et cette dame, je l'ai rencontrée et elle m'a dit mais que j'étais un sculpteur, que j'avais toujours fait ça et elle m'a même dit qu'elle voyait la poussière de marbre sur mon visage. Donc quoi, une prémonition. Voilà. Alors, chose étonnante, en même temps que la sculpture, tu as rencontré une matière aussi, qui n'est pas le marbre. Oui. Explique-nous, quelle matière donc as-tu commencé à sculpter et à travailler? Alors, en même temps, j'étais donc ici, dans la maison que vous voyez, dans cet atelier, qui est la maison de mes arrière-grands-parents. Et quelques années avant, je m'étais installé ici pour changer de vie, sans savoir où j'allais aller, mais savoir que j'avais envie de changer de vie et de passer à autre chose avec le pressentiment que j'avais autre chose à faire. Donc je me suis installé dans cette petite maison et un jour avec des amis, ici un monsieur sur la Cano qui est un peu connu pour ses livres sur la mémoire canolaise, sur l'histoire du lieu, m'a proposé, un monsieur qui s'appelle René Magnon, il m'a proposé d'aller sur le lac pour aller chercher une épave qui était au fond du lac, au fond de l'eau. On est parti avec un autre ami au fond du lac, on a plongé et à l'occasion de cette plongée, j'ai vu dans l'environnement sous-marin, j'ai vu des morceaux de bois qui émergeaient du sol et ça m'a tout de suite très intrigué et il s'est trouvé que ces morceaux de bois étaient des racines d'arbres, des souches d'arbres pétrifiés qui étaient là avant même, c'était les arbres qui étaient là avant même que le lac existe et qui étaient enfermés sous l'eau depuis 3000 ans. Je me suis mis à sortir ce bois de l'eau, le faire sécher et progressivement dans le temps, avec ma démarche de sculpteur, je me suis mis à les sculpter. Donc c'est du bois pétrifié, la première matière, je dirais, localement disponible. Tout à fait. En face de la maison. En face de la Alors maison. quasiment en face, parce qu'il faut naviguer un peu pour atterrir. Oui, en face de la maison, je pars, je traverse le lac avec ma petite barque, mon moteur. Je traverse le lac, je me pose sur l'endroit où je sais qu'il y a des bois pétrifiés, je plonge toute la journée et je vais chercher des bois pétrifiés qui ont des formes qui m'inspirent. Voilà, je les mets sur le bateau, je les remonte sur le bateau, je les ramène ici, je les fais sécher pendant 1 an, parce qu'ils ont été dans l'eau pendant 3000 ans quand même. Une fois qu'ils ont séché, je les brosse et puis après commence un travail de sculpture pour faire apparaître la matière qui est à l'intérieur, de ces bois, puisque ce bois pétrifié, il est en train de devenir de la pierre, donc tous les minéraux qui sont dans l'environnement du bois, avec les milliers d'années, ont pénétré, ont érodé le bois et ça devient de la pierre, comme un fossile. Bon, c'est une petite échelle de pétrification, c'est un tout petit début, mais une fois qu'on la sculpte et qu'on la polit, apparaît des lumières particulières et une brillance qui justement fait penser au marbre. Donc en fait, du bois pétrifié, tu vas le chercher, tu le ramènes, il sèche pendant 1 an en extérieur. Sous une tente. Sous une tente, ok. Ensuite, tu le brosses, tu le frottes. Oui. Et à ce moment-là, seulement, oui. tu travailles. Oui. Et donc, quand en fait, donc, tu le brosses, tu le frottes, tu te mets face à lui, et est-ce que tu sais ce que tu vas en faire? Si je prends un morceau de bois particulier, c'est que j'ai pressenti quelque chose dans sa forme. C'est-à-dire que je vois quelque chose. C'est pas tellement que je vois la sculpture qui va apparaître, mais je sens. Tu devines une forme. Voilà, je devine, je pressens une forme qui n'est pas toujours visuelle. Et donc je pars à la recherche de ce que je vois. Et je rentre dans la matière avec les outils, la gouge à bois, des outils électriques, toutes sortes d'outils. Et je fais ce travail à la recherche de ce que je vois. Je me laisse guider et je ne cherche pas là encore à comprendre ce que je fais, comme la première fois qu'on m'a dit que j'étais sculpteur et que je suis parti dans la sculpture, je n'ai pas cherché à comprendre, j'ai dit oui. Et bien là, quand je suis en face de la matière, je pars avec mon intuition et je suis l'intuition au fur et à mesure. Et ce premier contact avec la matière, comme tu dis, est-ce que tu t'en rappelles? Est-ce que tu t'es posé des questions? Ou finalement, le premier geste est parti comme si tu avais toujours tout fait ça?
c'est plutôt le premier geste. Dès que j'ai commencé à taper dans le bois ou dans la pierre, ça s'est fait tout seul. Donc ça se fait tout seul et je pense pas du tout. C'est tes mains qui te guident après. C'est mes mains qui me guident. Moi, je me laisse traverser et je suis d'ailleurs le premier surpris à voir le résultat. Ça se fait et c'est un espace où quand je suis dans la sculpture, comme si je disparaissais et j'agissais en même temps. Donc les deux, je suis pas préoccupé par rien du tout et mon corps agit librement. Je me laisse faire, donc c'est un endroit, c'est un lieu magnifique. Quand je suis à l'atelier, que je sculpte, c'est pour ça que je reviens tous les jours. En fait, c'est un espace magique Oui, où il y a toi, une matière, une matière. et zéro réflexion, un espace de conscience, de travail qui est naturel. Ouais, tout à fait. Il n'y a rien de ma personnalité, de mon mental, de mes pensées qui vient interférer avec ce qui est en train de se faire. Il y a juste mon corps avec l'habileté qui fait ce qu'il a à faire, qui cherche des solutions pour faire ce qu'il voit. Et puis après, ça se fait, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de projection. Juste je fais, ça se fait. Voilà. Et c'est un espace où le temps est Le libre. temps s'arrête. Le temps s'arrête, je peux rester 3-4 heures d'affilée en train de sculpter, ne pas aller manger. Voilà, tout. Il n'y a pas longtemps, j'ai écrit là-dessus et j'ai dit que c'est un espace de liberté totale. Voilà. Et pour moi, de joie, de beaucoup de joie. Donc en fait, quand tu sculptes, la notion de temps disparaît. Ouais. Tu peux passer la journée ou 2 heures. Est-ce que tu sculptes en musique ou il y a quelque chose? Ou il n'y a rien, c'est juste toi et la matière? Pas du tout de musique. Juste, j'ai besoin de rien. J'ai juste besoin d'être là avec la matière et ça se fait. Donc Le bruit du lac, pour le ceux qui bruit du entendent lac. peut-être, nous avons le bruit du lac, les clapotis du lac. C'est vraiment très agréable pour ceux qui aiment. Hein. C'est vraiment un endroit naturel par excellence. Et donc, quand tu sculptes, c'est ici que tu sculptes. Ici, là, voilà. Alors, D'accord. là, c'est l'atelier. Quand je sculpte, il y a le bruit du lac, il y a le lac, il y a la nature. Je suis dedans, mais je ne me soucie pas de ça. Je suis vraiment avec ma création. Mais ça peut arriver n'importe quand. Il peut m'arriver d'allumer et puis de venir la nuit. Il y a encore quelques jours, il était 9h30. Je suis sorti dehors, j'ai allumé, j'ai installé une chaise et je me suis mis devant les pierres à les regarder pour voir dans les prochaines sculptures ce que je voyais dans certaines pierres. Donc j'ai vu des formes, j'ai vu des choses et j'ai pris un petit carnet. Et puis là, en pleine nuit, je suis resté 1 heure assis devant les pierres et je me suis mis À faire des dessins. à faire des dessins de ce que je voyais apparaître dans les pierres que j'avais ramenées dernièrement. Voilà. Et donc ces dessins, est-ce que tu as fait ça aussi avec le bois pétrifié au départ? Non, Non, avec le bois pétrifié, c'était vraiment du direct. avec le bois pétrifié, c'est du direct, enfin, avec la pierre aussi, mais ce qui se passe, c'est qu'avec le bois pétrifié, c'est qu'ils ont vécu 3000 ans les mouvements, les courants lacustres du lac qui ont donné une première forme au bois pétrifié. Ils ont travaillé pour toi. Voilà, ils ont commencé à travailler. Donc il y a déjà une forme qui m'est imposée. Et moi, je travaille à prolonger cette forme à ma façon avec ma main. Mais il y a déjà une forme qui m'est proposée. Donc moi, je la continue, je la change un peu, je la fais évoluer. Des fois, je la change beaucoup, mais je pars d'une forme qui est déjà établie. Voilà. Et donc de manière générale, quand tu fais des sculptures, alors sur bois pétrifié, et puis ensuite sur un, est-ce que c'est des objets, des visages, des corps, des animaux? Qu'est-ce que c'est de manière générale? Au final, Souvent, c'est des formes abstraites ou semi-abstraites, où on peut voir quelque chose dedans, où chacun peut voir à sa mesure ce qu'il peut voir, et parfois c'est des visages. Donc des fois, là, comme celle qui est à côté de toi, oui, c'est celle qui est derrière moi, c'est un visage. voilà, c'est un visage qui apparaît dans un mouvement. Des fois, il peut y avoir des visages, mais la plupart du temps, ce sont des formes. Voilà, Et chacun, il voit ce qu'il veut dans ces formes. Voilà, et moi, je donne jamais de nom à mes sculptures. Quand je les sculpte vraiment dans un espace silencieux, et je pense que ça permet à chacun de l'appréhender avec ses propres yeux et de la voir avec ses yeux telle que chacun la voit. Pas de nom, pas d'influence, voilà. pas de possibilité d'être influencé. Chacun il voit ce qu'il veut, s'il le regarde d'un côté, d'en haut, d'en bas. En fait, tu avais fait une exposition, je me rappelle, où il y avait un jeu de ficelles, Oui. où la sculpture tournait. Oui. Et en fait, chacun voyait un angle différent de la sculpture, et il voyait ce qu'il avait envie d'y voir. C'est ta volonté, en fait, de laisser l'autre
voir, vivre et ressentir ce qu'il a envie. Ben, c'est comme ça que je procède parce que je pense que pour moi, ça vient d'une façon inattendue, la forme, et je propose aux autres de découvrir leur forme à travers ma sculpture, en fin de compte, pour les personnes qui vont voir mon travail, elle prend vie à travers leurs yeux et elle va prendre vie sûrement différemment qu'elle a pris vie pour moi. Voilà, donc je pense que c'est important de laisser cet espace où il n'y a pas trop de direction et où chacun peut l'appréhender avec ce qu'il est. Alors tu as fait de nombreuses expositions maintenant, tu commences à être rodé. Quels sont les dialogues, les échanges que tu as avec les gens qui viennent les voir? C'est de la surprise, c'est de l'intérêt, c'est du plaisir, c'est de la joie, ils découvrent une matière, ils découvrent des formes. La discussion. La discussion, c'est souvent les gens sont curieux sur le processus de sculpture. Comment est-ce que je fais pour sculpter? Ils me posent des questions sur comment j'ai appris. Et là, quand je leur dis que j'ai pas appris de technique et que je me laisse un peu guider, que j'ai fait tout seul, ils sont assez intrigués. Et là, ils posent des questions. Ils sont très sensibles aussi à me poser des questions sur les matières que j'utilise parce que j'ai une recherche, enfin dans mon processus de sculpture, on en parlera peut-être, mais la recherche de la matière est aussi importante presque que la sculpture. Donc je passe beaucoup de temps à chercher des matières particulières, des matières qui me fascinent. Alors justement, les matières, donc il y a le bois pétrifié, et puis après il y a le marbre, mais il y a plusieurs marbres. Ouais. Et est-ce qu'il y a d'autres matières encore? Ici dans l'atelier, il y a quelques autres matières. Alors il y a des bois plus classiques. Il y a des bois comme des chênes, de l'olivier, des bois que je peux récupérer dans des forêts quand je vois des beaux morceaux de bois. Et là, ils sont non pétrifiés. Ils sont du non bois pétrifiés, naturel. du bois naturel, du bois qui est mort il y a juste quelques années. Et il y a aussi d'autres pierres. J'ai sculpté le granit, j'ai sculpté du basalte aussi, j'ai de la serpentine. Donc les pierres que je rencontre, mais toujours des pierres assez dures et des pierres qui, quand on les sculpte et qu'on les ponce, qu'on les polit, se transforment et donnent à voir une lumière qui est à l'intérieur. Il y a des couleurs différentes. Voilà, j'aime beaucoup comme la sculpture que tu as à côté de toi, Eric, les marbres où il y a beaucoup de couleurs à l'intérieur, parce que quand on la travaille et qu'on polit et qu'on ponce la matière, apparaît des couleurs qu'on ne voyait pas. Et j'aime jouer sur ces contrastes entre la matière brute et puis ce qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est la même histoire qu'avec les bois pétrifiés. Que dans les bois pétrifiés, la matière sédimentée qui est restée sous l'eau, elle est comme une peau d'animal. Comme une gangue que tu vas enlever. Oui. Et ce qu'il y a à l'intérieur, je sculpte, est très brillant. Et donc j'aime jouer sur ce contraste-là. Et donc j'aime les matières qui révèlent quelque chose à l'intérieur. Voilà. Mais plutôt des matières dures, malgré tout. Plutôt des matières dures. Matières dures. Souvent, ces matières qui révèlent à l'intérieur au ponçage et au polissage et qui demandent beaucoup de temps de ponçage et de polissage, sont durs, comme le marbre ou le granit. Et donc, je pense que ça varie selon la taille de la sculpture, mais le temps moyen passé sur une sculpture, ou les petites, les grandes, ça ne dépend pas de la taille forcément, ça dépend de ce que tu vas en faire. Ouais. Alors ça aussi, c'est une question, et c'est une question que posent beaucoup les personnes qui viennent voir mon travail. Quel est le temps que vous passez pour réaliser, aller aussi précisément dans la finition? Je suis très appliqué dans les finitions, dans les polissages. Comme on disait que le temps n'existe pas quand je suis dans cet espace, donc, c'est difficile, mais on va dire que c'est beaucoup de temps. On va dire par exemple, je reviens sur celle qui est à côté de toi, qui est sur ma droite. C'est une pierre de 200 kg, qui aujourd'hui fait à peu près 100 kg. Bon, je suis resté pendant 5 mois dessus. Donc elle est passée de 200 kg à 100 kg voilà. En 5 mois. En 5 mois. Ça en fait des kilos de poussière. Oui, ça fait une centaine de morceaux de pierre qui sont tombés. Et puis, c'est vrai qu'entre-temps, j'ai fait sûrement 2 ou 3 autres petites sculptures. Des fois, je m'arrête et je passe à une petite sculpture. Mais en fin de compte, toute la durée de cette sculpture-là a pris 5 mois. Donc, on a vraiment travaillé ensemble pendant 5 mois l'hiver dernier. Et ça t'arrive donc d'intercaler d'autres sculptures plus petites? Tout à fait. Voilà. Des fois, je m'arrête. Et je vois dans l'atelier une petite pierre ou un bois et je dis tiens, je vois ça, et hop, je m'arrête et puis je pars pendant 1 semaine ou 2 semaines avec une autre petite pièce. Et du coup, quand je reviens sur celle que j'ai laissée,
dans la durée, comme ça je vois de nouvelles choses et donc je repars. Voilà. Et est-ce que des fois tu es surpris par ce que tu finis par faire? Est-ce que tu te dis, c'est pas ça que j'avais vu, c'est ça que j'ai fait, mais bon, c'est ça que j'ai fait en fait, ça me plaît. J'ai une vision au début, et puis cette vision, elle n'arrête pas d'évoluer au fur et à mesure que ça avance, puisque je la vois, mais après il y a plein de choses qui arrivent. Il y a des accidents de parcours avec des morceaux de matière qui peuvent tomber. En faisant la forme, je découvre que je peux aussi faire autre chose, et donc ça évolue. Et des fois à l'arrivée, c'est pas ce que j'avais vu, c'est différent. Mais je trouve que c'est ça qui est magnifique, parce que c'est vivant chaque fois, et ça évolue, et ça change. Donc c'est tout le temps en mouvement en fin de compte. C'est en mouvement jusqu'au moment où ça s'arrête, c'est en mouvement, ça n'arrête pas de bouger. Donc les outils, je suppose, sont différents, selon que tu veux travailler le bois, le marbre, le granit, la serpentine. Comment tu as, je dirais, découvert ou choisi tel ou tel outil? Pareil, tu es autodidacte, encore une fois, on le répète. Donc comment tu t'es renseigné, ou c'est des essais, c'est quoi? Les premiers outils que j'ai eu, c'est quand j'étais à Carrare. J'ai ramené 3 gros blocs de marbre et j'étais dans la ville et j'ai demandé un jeu d'outils pour le marbre, tout simplement. Et donc ils m'ont donné une série d'outils que j'ai utilisés. Et progressivement, en fin de compte, les outils apparaissent avec mes désirs de sculpture. Parce que j'ai envie de faire un creux, j'ai envie de faire ceci ou cela. Et je me renseigne. Maintenant, avec les réseaux, allant sur Internet, je cherche et je trouve des outils, ou alors dans mes rencontres, ou alors cette dame qui m'a dit que j'étais sculpteur, quand je retourne la voir, elle me montre des outils et j'apprends progressivement, puisque l'envie de faire quelque chose est tellement forte, c'est vraiment un feu intérieur en moi qui fait que je vais trouver la solution, je cherche la solution pour le faire, donc je trouve les outils qui correspondent à mon envie, à mon intuition. Donc je suis toujours en train d'avoir de nouveaux outils par rapport à mes nouvelles intuitions. Par exemple, récemment, j'ai beaucoup percé mes sculptures et j'ai fait des espaces vides dans les sculptures. Bon, j'ai dû me procurer des outils qui me permettaient de faire ces espaces vides dans les sculptures. Voilà. Donc c'est des outils particuliers. Voilà. Chaque process de création, selon ce que tu fais, tu imagines et comment tu évolues, c'est des outils différents, c'est des modalités différentes de travail. Oui, il y a des outils, évidemment, il y a toute la panoplie des outils manuels qu'on utilise avec un marteau et des burins, ou alors avec un marteau et des gouges pour le bois. Et puis après, il y a la panoplie des outils électriques, donc des meuleuses. Alors avec le marbre, par exemple, on utilise beaucoup de la meuleuse avec des disques diamantés de différentes tailles, des fraises diamantées. La sculpture à la meuleuse. La sculpture à la meuleuse. Voilà, la sculpture à la meuleuse. Voilà, on peut utiliser aussi au lieu de travailler à la main, on peut travailler à l'air comprimé avec des mini marteaux piqueurs qui permettent de travailler dans le marbre aussi avec comme les mêmes outils manuels. Voilà, il y a plein de choses, des papiers abrasifs qui sont pour le bois, puis des papiers abrasifs pour le marbre. Donc souvent, moi j'utilise maintenant beaucoup les outils électriques pour aller un peu plus vite, mais en parallèle des outils manuels. Et puis les finitions se font très souvent, enfin la plupart du temps, se font à la main, parce que les meilleures finitions avec les papiers de verre, c'est vraiment quand on le fait à la main. C'est dans le détail en fait. C'est dans le détail, c'est dans le toucher, il faut toucher, alors que les outils laissent des traces, et à la main on peut vraiment aller donner la sensation qu'on a envie de donner dans la matière. Est-ce que tu aurais imaginé à tes débuts travailler à la meuleuse, travailler à la scie? Mais non, parce que j'étais... Alors, pour toi, quand même, la sculpture, c'était, je pense, un outil ou deux outils, même du manuel. Je pense que tu n'envisageais pas de travailler une pierre, de la commencer à la meuleuse. Quand j'ai commencé, j'avais cette idée, un peu cette croyance, et cette idée un peu idéaliste que la sculpture, je devais la faire tout à la main, comme à l'Antiquité, quoi. Mais je me suis très vite rendu compte qu'aujourd'hui, il y avait d'autres outils, et que c'était qu'une idée que j'avais dans ma tête et que j'avais juste à sculpter. Et que c'est comme si on disait à quelqu'un aujourd'hui pourquoi les gens voyagent en voiture ou en avion, et pourquoi est-ce que tu ne prends pas une diligence ou ton cheval pour aller à Paris demain. C'est la même histoire. Donc moi j'utilise des meuleuses parce qu'aujourd'hui il y a des meuleuses et ça permet de bien travailler, d'aller plus vite à certains moments et de réaliser plus vite ce que je vois.
Voilà, donc non, je pensais pas du tout travailler avec des outils comme ça, surtout que j'étais pas du tout bricoleur, donc j'avais jamais pris une meuleuse de ma vie. Et dans ma vie, j'étais pas du tout bricoleur, donc dans les maisons où j'ai habité, je faisais rien, j'étais pas manuel. En fait, pas manuel, et tu es devenu sculpteur. Voilà, et je travaille qu'avec mes mains aujourd'hui, alors que j'étais vraiment pas manuel. Si, comme j'ai été joueur de tennis, joueur de golf. Oui, mais comme une sensation. Voilà, une sensation de prendre des grippes, de raquettes ou de clubs de golf. J'ai fait du tennis de table aussi, donc c'est un peu avec les mains. Mais en tout cas, j'utilisais jamais mes mains dans des travaux pratiques, dans des travaux avec la matière. Jamais, jamais. Voilà. Comme quoi, écoutez, là nous allons changer d'environnement en fait. Nous allons passer à l'intérieur, parce que Franck, dans son domicile, vous en doutez bien, c'est aussi encombré de sculptures. Donc nous allons quitter l'atelier, quitter l'extérieur, et nous allons nous rejoindre dans quelques instants à l'intérieur. Voilà donc maintenant chez Franck, à l'intérieur de son domicile, donc des sculptures, hein. Sculpture à ma gauche, sculpture encore à ma gauche. Franck, c'est un endroit où tu te ressources, où le sculpteur reprend de la vigueur et de la force. C'est un endroit où je pose mes sculptures déjà, parce que je produis pas mal de sculptures et j'ai plus beaucoup d'espace et je vis dans une petite maison. Donc en général dans cette pièce, il y a toujours 6 ou 7 sculptures assez importantes et ça me permet de montrer les sculptures aux personnes qui veulent voir mon travail. Puis c'est aussi un endroit où je vis et je fais mes méditations et quand on fait des séances avec quelques élèves de méditation, on les fait dans cette pièce-là ici, où on est assis sur ce tapis qui est là devant. On fait nos méditations ici. Donc oui, c'est mon lieu de vie, c'est mon lieu d'exposition, c'est mon lieu de pratique, c'est beaucoup de choses. Et puis ça a été le lieu de vie de ma maman a vécu dans cette maison à partir de son adolescence. Mes grands-parents ont vécu dans cette maison dans la deuxième partie de leur vie pour accompagner mon arrière-grand-mère qui a vécu ici avec mon arrière-grand-père. C'était des personnes qui étaient des résiniers. Donc les résiniers sont les gens qui récoltent, qui sont des récoltaient la résine des pins, et puis pêcheurs, donc qui posaient des filets, qui mettaient des cordeaux sur le lac et qui vivaient de la forêt et du lac. Voilà. Et donc ces deux sculptures-là, celles que tu as à ta droite et à ta gauche, ouais. C'est quelle matière, combien de kilos? Alors là, à ma gauche, c'est un marbre, comme on a vu dehors, qui est à côté de toi, Eric. Là, c'est un marbre qui fait... je pense 70 kilos à peu près. Voilà, c'était une pierre qui faisait... Alors ces couleurs que l'on voit là, ouais. C'est les couleurs qui étaient initialement, c'était la couleur de la pierre, ou c'est ce que tu as trouvé quand tu as travaillé la pierre? On voit déjà, initialement, on voit cette couleur noire et blanche. Donc c'est un marbre qui s'appelle Grand Antique et qui est particulier pour cette couleur-là. Donc c'est un mélange de noir et de blanc comme vraiment un damier, une mosaïque, qui se trouve en Ariège. Qu'on trouve en Ariège, à côté, qui est dans le village de Moulis. Voilà, c'est une carrière en activité avec un marbre qui est très prisé, qui part à l'export. Et donc j'ai récupéré il y a 1 an et demi, 2 ans, une pierre de 100 kg et voilà, ça a fait cette sculpture-là. Et là, au final, elle fait combien de kilos? Là, elle fait 70 kg. Donc voilà. 30 kg délagués. Voilà, 30 kg. J'ai fait beaucoup peut-être même plus, elle faisait peut-être plus. Parce que j'ai fait beaucoup de trous à l'intérieur. L'idée, c'était de faire vraiment beaucoup d'espaces vides dans la matière et puis de faire danser ces espaces vides, de les relier ensemble et de les faire danser. Voilà. Donc, et de laisser beaucoup de traces de l'outil, des meuleuses, et puis de poncer, de polir l'intérieur des trous, des espaces vides. Donc en fait, l'extérieur, c'est plutôt meuleuse, outil, oui. Et tout l'intérieur des trous, cette espèce de lisse, oui. C'est du ponçage manuel. Ponçage, voilà. Et donc toujours pour essayer de jouer sur les contrastes, le rugueux, le lisse, le trou, la matière, l'espace vide, le plein, et puis surtout les contrastes de lumière, de matière qui répondent à la lumière ou qui absorbent la lumière. Quand on touche une matière qui est très lisse ou une matière qui est rugueuse, voilà, c'est jouer sur les contrastes. Ça me motive beaucoup dans les sculptures de jouer sur les contrastes et de laisser la trace aussi souvent de la matière originelle. Là, je pense que les gens, vous ne le voyez pas à la caméra, parce qu'effectivement, moi, quand on regarde à l'intérieur des espaces vides, la lumière et à l'extérieur, ben, on a deux sons de lumière différents. Ouais. C'est vraiment un jeu de lumière. Celle-ci. Alors celle-ci, ça vient aussi d'Ariège, c'est du bouleau. Hein, donc là, on est dans le bois. Le bois de bouleau. Donc j'ai passé il y a 2 ans un été entier dans une forêt. Je m'étais installé en plein milieu d'une forêt en Ariège avec une grande tente. Et pour accéder au lieu, il y avait un arbre qui était couché, qui était tombé par une tempête. Et donc il a fallu le couper. Tout
Tout simplement, j'ai pris le morceau qui était là, le morceau de tronc. Voilà, et pendant tout L'opportunité fait le larron. voilà, et pendant tout l'été, j'ai sculpté cette pièce. Et comme j'étais en pleine forêt, j'avais pas d'électricité. Donc là, j'ai tout fait à la main avec des gouges de sculpture. Et je l'ai sculpté entièrement à la main. Ça a été mon occupation de tout l'été dans la forêt. Parce qu'ici, comme le disait Eric tout à l'heure, c'est un endroit très tranquille, vraiment en pleine nature et devant le lac. Mais l'été, comme c'est un bel endroit, on a beaucoup de monde qui vient ici à la Cano pour tous ces plaisirs-là. Et pour moi ici, je suis dans un spot et je suis envahi de monde, donc j'essaye de trouver des endroits de silence, tranquillité, de silence. tranquillité où je peux continuer à sculpter. Voilà. Et donc cette pièce de boulot pèse combien à peu près? C'est moins lourd, mais ça doit peser, on va dire, une 50aine de kilos. D'accord. À peu près. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment... Et tu as fait d'autres pièces à ce moment-là avec cet arbre qui était... Non, j'ai fait cette pièce-là avec cet arbre et j'ai fait une pièce avec une racine de châtaignier pendant l'été et puis 2 ou 3 autres pièces avec des écorces de... Alors je cherche le nom de l'arbre mais je ne le trouve pas, mais je crois que c'était des... Non, pas des écorces de hêtre, mais enfin un arbre qui était là-bas, qui avait une écorce très dure et j'ai sculpté dans ces écorces 2 ou 3 pièces. Donc voilà, je me suis vraiment adapté et ça j'apprécie beaucoup. Si on peut en parler un peu, Eric, c'est ma démarche de quête de la matière. Donc j'aime sculpter les matières que je vais chercher. Voilà. Et donc c'est vraiment une quête pour moi et ça rentre dans mon processus de sculpture. J'aime aller à la rencontre des matières, donc partir en forêt, partir au fond du lac comme on l'a partagé tout à l'heure pour plonger et aller chercher les bois pétrifiés et puis partir à la rencontre de nouvelles carrières. Parce que je suis passionné par ces couleurs de marbre, je vais beaucoup dans les Pyrénées en ce moment, partir à la rencontre de ces carrières, chercher des carrières abandonnées qui ne sont plus en activité depuis une centaine d'années, pour trouver des nouvelles couleurs, des nouvelles formes, et surtout des couleurs incroyables, parce qu'il y a des multitudes de couleurs en arrière, dans les Pyrénées, dans toutes les Pyrénées, il y a des quantités de carrières avec des couleurs totalement différentes à chaque fois. Alors cette quête de la matière, qui est maintenant la tienne, est-ce que tu t'aides d'Internet, de réseaux, d'autres artistes, d'expositions, de discussions? Comment tu les trouves en fait ces matières? Comme on dit, je fouine. Tu es le brocanteur de la matière. Voilà, quand je pars quelque part, je cherche. Et bon, quand je suis dans les Pyrénées, un jour j'ai trouvé une carrière, puis après une autre. Alors évidemment, je peux voir des fois une sculpture avec une couleur, une matière, donc je cherche où est la carrière. Je peux voir une ancienne fontaine, par exemple en ce moment sur la dernière matière que j'ai trouvée, c'est sur une vieille fontaine. J'ai vu une couleur que je trouvais magnifique. Et puis j'ai fini par trouver, à force de questionner les gens du coin, savoir où était cette carrière. C'était quoi comme matière? C'est un marbre multicolore, celui qu'on a vu, que je suis en train de travailler, sur la pièce que je suis en train de travailler à l'atelier. C'est un marbre multicolore, donc c'est à peu près une dizaine de couleurs dedans qui vont du violet, en passant par le vert, le noir, le orange, le blanc, enfin plein de couleurs mélangées comme ça. Dans la même matière? Dans la même matière, une dizaine de couleurs qui sont comme liquides, qui ont été, quand ça s'est formé, c'était liquide d'ailleurs, et qui donnent vraiment déjà un tableau rien que par les couleurs, et qui se trouvent dans les Pyrénées-Atlantiques. Là, je vais le chercher au col de Marie-Blanque. Voilà, donc là, une carrière magnifique, voilà, une couleur magnifique qui est actuellement exploitée par des Italiens. Et toi, tu me donnes au final la couleur de tes sculptures, les couleurs de tes sculptures sont entièrement naturelles. Toi, tu ne rajoutes aucune couleur. Non. Tu ne fais que poncer, nettoyer, lisser. Voilà. Tout est issu de la matière. Oui, même sur les bois pétrifiés, les gens pensent des fois que je rajoute des vernis. Non, c'est vraiment le ponçage et le polissage qui donnent les finitions. Et je fais juste, moi vraiment, je fais apparaître ce qu'il y a dans la nature. Je modèle, je donne des formes à cette matière que je trouve magnifique et je la révèle, on va dire. Voilà, je révèle la matière et la beauté de la matière qu'on ne voit pas toujours dans la croûte extérieure, parce que il y a eu plein de dépôts de sédiments, que ce soit sur les pierres ou que ce soit sur les bois, et donc à l'intérieur, il y a toujours cette matière et je m'efforce de la révéler. Et quand tu rentres dans une carrière de marbre, par exemple, est-ce que tu sais, est-ce que tu sens ce que tu vas en faire? Oui, c'est pour ça que mon processus de sculpture commence là, parce que je commence déjà à choisir les pierres ou les bois en fonction
de ce que je vois dans les morceaux. Par exemple, là, je me suis mis en tête de sculpter des grosses pierres dernièrement, donc c'est dans cette carrière dont on a parlé. Alors quand tu dis grosses pierres, c'est des pierres qui font combien de kilos? Alors là, j'ai ramené, à l'automne, j'ai ramené une pierre de 800 kg Ah oui. et une pierre de 500 kg. Donc là, c'est une autre organisation. J'ai dû louer un camion pour aller dans les Mais c'est là Pyrénées. les essieux. Voilà, je me suis fait, les carriers m'ont chargé 2 grosses pierres. Je suis revenu ici, j'ai loué une grue pour déposer les blocs dans mon jardin, pour les déposer pour pouvoir les sculpter sur place. Et donc là-bas, dans la carrière, j'ai passé 3-4 heures à tourner dans la carrière pour chercher quel bloc j'allais prendre. Parce que déjà, dans le bloc, j'ai l'inspiration qui apparaît. Donc je ne prends pas n'importe lesquels. Je ne prends pas ceux non plus qui ont un certain volume. Je prends ceux dans lesquels je commence à sentir une inspiration. Voilà. Alors quand tu parles de blocs de 800 kg et de 500 kg, c'est une fois qu'ils sont posés chez toi, c'est des blocs que tu ne vas pas pouvoir bouger au début. Donc là, tu travailles vraiment... c'est toi qui tournes autour du bloc, je dirais. Oui, là c'est moi qui tourne autour du bloc. Ils sont posés là. Il y en a un à l'atelier, il y en a un dans le jardin derrière. Ils sont posés, ils ne bougeront pas. Je vais les sculpter sur place. Si un jour quelqu'un veut faire l'acquisition d'une sculpture quand ça sera fini, bah, il faudra faire venir une grue pour l'amener. Et si personne ne les veut, bah, ils resteront là comme des totems dans mon jardin. Parce que finalement, une pierre de 800 kg, quand tu as fini de la travailler, il en reste combien quand même? Il restera 400-500 kg. C'est une pierre, c'est une sculpture avec son socle qui fera plus de 2 mètres. Voilà. Et les déchets, en fait, parce que j'imagine, donc 300 kg de déchets, comment tu fais en fait? Tu es envahi de poussière, Alors de petits morceaux, je garde certains morceaux pour m'amuser à faire des petites choses de temps en temps pour en donner. Et puis, des boucles d'oreilles? Oui, par exemple, j'ai fait des petits objets, j'ai fait des petites boucles d'oreilles. Pour mes cadeaux, souvent là arrive Noël par exemple, je m'amuse à faire des petits objets, petits porte-clés en bois pétrifié. Avec les restes? Voilà, avec les déchets, des boucles d'oreilles, objets divers. Objets qui n'ont pas de sens mais qui sont beaux, que je polis, je montre la matière et j'en profite pour faire des cadeaux. Et on commence aussi à les mettre dans le chemin devant chez moi pour boucher les trous. Voilà, donc mais je trouve ça sympa de pouvoir réutiliser. J'avais cette idée, je l'ai exposée une fois, je l'ai montré dans une exposition, d'utiliser les chutes pour refaire des objets et de les mettre autour de la... Ah, je l'ai fait avec cette sculpture-là, on a présenté cette sculpture, et puis autour, une douzaine de pierres ont été travaillées. Avec les chutes les chutes, et elles étaient disposées autour pour montrer les chutes que les personnes pouvaient toucher ou faire l'acquisition s'ils voulaient. Voilà. Et tu prends autant de plaisir à travailler dans le minuscule que dans le majuscule? Dans le micro que dans le macro? Non. Non, ça m'amuse un certain temps, mais je dois dire que je ne sais pas ce qui se passe avec la sculpture, mais je sens que j'ai envie de faire de plus en plus grand. C'est pour ça, là par exemple, quand je parle d'une pierre de 800 et 500 kg, je n'ai jamais fait. Donc j'ai eu cet élan d'aller chercher vers le grand, et je me suis dit, quand je les ai vus, parce que j'avais été faire un premier voyage quelques jours avant dans cette carrière, je m'étais ramené des blocs de 200 kg que j'avais chargés dans mon véhicule, et quand j'ai vu la carrière et les blocs, j'ai dit, mais c'est ça que j'ai envie de faire, c'est des plus gros. Donc je suis revenu ici, j'ai loué un camion et je suis reparti. Un petit peu, je fonctionne avec la sculpture dans toutes les démarches et aussi dans ma vie comme je sculpte, c'est-à-dire où il y a l'intuition. Donc quand j'ai cette intuition d'aller chercher des grosses pierres, je ne me pose pas de questions à savoir si c'est bien ou si c'est pas bien, si c'est raisonnable. Je fonce et j'y vais, quoi. Parce qu'on apprend avec la sculpture, enfin moi j'apprends avec ma façon de sculpter et avec l'art, avec la création, à aller où ça vibre, où il y a l'intuition, où il y a vraiment un élan qui te laisse porter. Voilà, en fait. Donc chaque fois que j'ai un élan, je vais directement dans cet élan, je ne réfléchis plus. Je ne réfléchis pas, voilà, c'est ça, je vais vraiment où il y a l'élan. C'est l'espace de conscience, voilà. C'est du travail sans être du travail en fait. C'est pas du tout, enfin c'est du travail parce qu'il y a un effort, mais moi c'est que du plaisir et que de la joie d'aller à l'atelier, vraiment. Et est-ce que tu travailles parfois, alors tu as dit que tu levais la nuit à 9h30 et que tu... Est-ce que ça t'arrive de travailler parfois dans la pénombre ou sans trop de lumière, volontairement, pour juste te laisser guider par, je dirais, les mains et sans forcément voir? Non, je ne le fais pas volontairement, mais il m'arrive qu'en fin de journée, quand
ben voilà, je suis sur une pièce et que j'ai envie de continuer, et ben la lumière baisse, surtout à cette époque où il n'y a pas Oui, à 18 heures, il fait nuit. ouais, donc, et de continuer un petit peu. Mais je me fie beaucoup plus quand je sculpte et surtout dans la finition du travail aux mains qu'aux yeux. C'est-à-dire c'est plus avec les mains que je sens la forme et que je sens la... C'est la sensation Voilà, plus que la vue en fait. J'utilise beaucoup la vue au début et après sur la finition, j'arrête pas de toucher, de bouger mes mains sur la matière, sur le marbre ou sur le bois, mais beaucoup sur le marbre au moment où on est en train de poncer pour finaliser la forme. Voilà. Ok. Et tu fais aussi, on va en parler, il reste peu de temps, mais on va en parler aussi. Tu fais aussi des photographies. Oui. Et tu as fait un livre Oui. avec ces photographies Oui. et des citations Oui. de ton enseignant en méditation. Tout à fait, oui. Tu peux nous en parler? Ben, de temps en temps, je lâche un peu la sculpture pendant quelques jours et quand je vois que j'ai des très belles lumières, comme par exemple ces jours-ci, et ben, je pars avec mon appareil et je pars en quête de forme. Alors j'ai beaucoup travaillé autour du lac qui est devant chez moi et l'idée j'étais fasciné par les reflets, moi quand le lac est très lisse, les reflets que procure l'eau, les jeux de lumière, les jeux de lumière et les reflets des matières, et donc là en l'occurrence des roseaux ou des morceaux de bois qui sont dans l'eau, qui sont reflétés sur le fil de l'eau. Donc j'ai fait tout le tour du lac et puis chaque fois que je voyais une forme de roseau qui donnait un reflet intéressant, ben, un peu comme de la macro-photo, je prenais ça et je le faisais à des horaires avant que le soleil se lève et après que le soleil se couche, là où il y a des lumières très douces. Pour des lumières différentes. Voilà, et très très colorées. Et donc ça donne des séries de photos très colorées, très contemplatives, où on ne sait pas trop ce qu'on voit au début. Et c'est ce que je trouvais sympathique, de se laisser surprendre et d'avoir un moment suspendu où on ne sait pas ce que c'est qu'on a devant nous. Et quand j'ai fait ce travail photo, j'ai eu l'intuition de proposer à mon enseignant de méditation si lui il était d'accord pour écrire quelques mots sur ces... Donc une photo, une phrase. Voilà, une photo, une phrase. Lui c'est un moine zen, hein, donc, qui a fait son apprentissage de la méditation au Japon. Et donc de faire une photo, une phrase. Et donc je lui ai envoyé des séries de photos. Et quand il avait pareil, une intuition d'une phrase, hop, il l'a jeté sur le papier. Quand on a eu une quarantaine de photos et de phrases, et ben on a créé un livre avec une photo, une phrase, une photo, une phrase. Donc le titre du livre? Le titre du livre c'est Convergence, puisque c'était une façon pour nous de converger, moi lui amener des photos et lui de me retrouver avec des textes. Il donnait un titre et puis donc de converger sur deux façons de créer pour nous deux. Lui par les mots et moi par l'image. Voilà. Ok. Et donc ce livre, enfin, ces photos, cette image, c'est un prolongement de ce que tu sens, pareil, avec la nature. Là, mais c'est purement de la vision. Là c'est vision, c'est de la vision. Encore une fois, c'est arrivé comme ça, hein, c'est comme la sculpture. J'ai eu un beau matin. Il n'y a rien de réfléchi. Voilà, j'ai eu envie, j'ai vu ce lac quand il est, tu sais, quand il est vraiment lisse, qu'il n'y a pas de vent, ça fait comme un grand miroir. Et ces reflets, les bateaux qui sont devant chez moi, qui reflètent. Jouer avec la matière et la lumière. Voilà, jouer avec la matière et la lumière. J'ai eu envie de faire des photos de ça. Et je suis parti dans la nature en quête de ce que ça me donnait à voir et d'essayer de faire des images. Et progressivement, j'ai compris comment je pouvais travailler ce genre de photos. Et puis, comme tout, au bout d'un moment, on progresse, on apprend, on affine, on sait à quelle heure il faut y aller, on sait quel angle, et ainsi de suite. Et puis, j'ai réussi à faire des images qui me convenaient. Et donc, au final, les gens qui veulent retrouver surtout tes sculptures, mais aussi tes photos, donc tu as un site, oui, Franck Collin, sculpteur. Alors, j'ai un site qui s'appelle franccolin.fr. Voilà, où on peut voir mon travail de sculpture, toutes mes matières. Voilà. Et tu es sur les réseaux? Et je suis sur les réseaux, je suis sur Instagram, Franck Collin Sculpteur, je suis sur Facebook, Franck Collin, je sais pas, oui c'est Franck Collin, Franck Collin Sculpteur aussi. Vous pouvez me trouver sur Instagram, sur Facebook et puis sur mon site. Voilà. Et puis vous pouvez aussi venir à la rencontre de mon atelier. J'accueille régulièrement des personnes qui veulent voir mes sculptures. C'est le meilleur endroit, je pense, ici. Donc l'adresse exacte? C'est 101 avenue de la Plage, au Moutchik. Donc on me retrouve facilement parce que je suis voisin de la police du lac. Donc je suis au bord du lac, vraiment après la plage du Moutchik, là où il y a les bateaux, les pieds dans l'eau, à 10 mètres du lac. Et le meilleur endroit pour voir mes sculptures, c'est vous pouvez voir l'atelier et cette pièce où il y a plein de sculptures, et je montre les sculptures aux gens qui ont envie de voir mon travail.
Ok, bah écoute, merci beaucoup. Merci encore. Merci amis auditeurs. Je vous dis à très bientôt. Merci pour cette émission Merci. Panorama avec Franck Collin, Sculpture, sur Altis FM. Merci à tous et à toutes. Merci Franck et Merci. très très bonne journée. À bientôt. À bientôt.